Samira, je suis ravi de t'accueillir dans notre podcast Parlons de votre mental. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler de ton parcours en tant que facilitatrice et consultante et également comme neurocoach? Alors bonjour Sébastien, je suis ravie d'être avec toi sur ce podcast. Alors mon parcours, moi je suis une ancienne éducatrice en prévention de la délinquance, quelque chose qu'on a en commun. Exact. Et c'est tous les mécanismes d'auto-sabotage que j'ai vus chez les jeunes s'exprimer quand j'étais éducatrice de rue, qui m'a interrogée et qui m'a lancée dans une quête de compréhension du fonctionnement humain. Ma quête m'a conduite à plusieurs formations et à l'activité que je crée aujourd'hui. Donc, tu l'as dit toi-même, facilitatrice, consultante, neurocoach. Alors, mon activité, en gros, elle est en tripartie. J'ai une activité en tant que facilitatrice où j'interviens pour les entreprises. L'idée, en fait, à chaque fois dans toutes mes prestations, c'est de travailler sur l'alignement et l'activation du plein potentiel. Comment ? Pour les entreprises, j'interviens en tant que facilitatrice. J'écoute les collaborateurs pour faire un diagnostic en fait qui permet d'identifier qu'est-ce qui empêche un engagement fort des collaborateurs dans l'entreprise. Donc, à travers des entretiens confidentiels et individuels, j'écoute les collaborateurs. La qualité de relation qu'on a permet que les collaborateurs puissent vraiment me dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ça me permet à moi de créer une synthèse très précise de tout ce que les collaborateurs désiraient changer dans l'entreprise. Puis, avec cette synthèse, j'échange avec les dirigeants, le service RH. On parle de ce retour qui est assez complet, puisque les collaborateurs sont les mieux placés pour savoir comment faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. Puis ensuite, on fait une synthèse donc à la direction, à toute l'équipe, et on se met en action dans un plan de progrès qui permet, grâce aux axes d'amélioration qui ont été soulevés, de transformer l'entreprise pour qu'elle en fait, elle puisse répondre aux besoins et aux désirs des collaborateurs. L'idée, pour moi, c'est d'être une interface entre la direction et les collaborateurs pour aller en direction des objectifs de l'entreprise tous ensemble. Ça, c'est la première casquette que j'ai. Et dans cette casquette, lorsqu'on est dans le plan de progrès, je peux accompagner en neurocoaching, donc en coaching, tous les collaborateurs qui ont besoin d'un coaching en bien-être ou en performance. Donc tous ceux que j'ai vus un peu fragilisés, tous les gens qui en ont besoin pour du mieux-être personnel et professionnel, et tous les gens qui auraient des problèmes de confiance liés à la performance. Donc voilà, et avec mon associé Frédéric Bosset, Frédéric, lui, travaille sur toute la partie collaboration, facilitation du travail d'équipe. Donc, on accompagne l'entreprise. Le deuxième point important pour moi, c'est l'accompagnement des dirigeants. Donc, on est toujours dans l'alignement. Cette fois, on n'aligne pas la direction, les collaborateurs en direction de la vision. J'aligne en fait le subconscient, le mental et le corps des dirigeants en direction de leurs objectifs, de façon à effondrer tous les mécanismes d'autosabotage. Donc ça, c'est ma deuxième prestation. La troisième, on est toujours dans l'alignement, évidemment, tu comprendras que c'est ma ligne. C'est l'alignement par les méditations. Et là, c'est quelque chose de très profond. On aligne le soi, la raison d'être très profonde, au moi, l'humain qui est là dans la matière et qui souhaite réaliser des choses importantes pour lui. Donc voilà les trois types de prestations qui ont toutes pour point commun l'unité et l'alignement. Ok. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ta conviction et ta passion pour aider les individus et également les groupes à atteindre leur plénitude, leur zénith? Alors oui, c'est le mot, Sébastien, la conviction. Ma conviction, c'est qu'on a tous une capacité complètement méconnue à explorer notre grandeur, que ce soit depuis depuis une entité, un groupe, une entreprise qui a de grands objectifs et qui a une vision, ou depuis un individu, du micro au macro, c'est toujours la même règle. On a une vision et ce qui est important pour moi, ma conviction, c'est d'apprendre les règles du jeu JE pour pouvoir comprendre en fait comment
rassembler toutes ces équipes, qu'elles soient des collaborateurs, un service RH, une équipe R&D, ce que tu veux, ou que ce soit notre mental, notre subconscient, notre corps, quelle que soit la nature des équipes à l'échelle individuelle et collective. En fait, je suis convaincue et j'ai vérifié que lorsqu'on connaît les règles du jeu, on peut rassembler nos équipes et avoir énormément de puissance pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment ma conviction. Et ce que j'observe, ce que j'ai observé en tant qu'éducatrice et ce que j'observe aujourd'hui en tant que consultante ou en tant que neurocoach, c'est vraiment qu'on ne connaît pas les règles du jeu. Je suis vraiment là pour les transmettre et pour les partager. Ah, je comprends. Alors moi qui viens du domaine du sport aussi, du sport de haut niveau dans différentes disciplines, je trouve ça intéressant parce que si je mets un peu ma casquette un petit peu de coach dans le domaine du sport, ce que je trouve intéressant, c'est que très souvent on essaye de faire, alors pour qu'il y ait une plénitude de l'athlète dans sa manière de s'exprimer, on essaie finalement de l'amener à être plus dans le jeu, c'est-à-dire s'amuser, prendre du plaisir et finalement être, enfin voilà, pratiquer, faire ce qu'il sait faire pour éviter, enfin on va comment dire, on va ici inviter l'athlète aussi à se détacher de l'enjeu et donc le résultat, parce que finalement il y a les moyens qu'on se donne pour arriver à gagner. Et il y a aussi le résultat qu'on espère. Et très souvent, quand on se projette trop dans le résultat, finalement, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Et au final, on oublie de jouer. Et très souvent, le résultat, on l'a pas. Et finalement, ça revient un petit peu à ce que tu me dis, parce que dans les entreprises, il y a beaucoup d'enjeux. Et pour, on va dire, satisfaire les enjeux, les résultats de cette entreprise, il faut aussi que les collaborateurs qui sont tous dans le même bateau à différents postes, différentes missions, doivent finalement aussi prendre du plaisir au travail dans ce qui est leur mission, qu'on pourrait qualifier d'être leur jeu en fait, leur jeu à eux, se faire plaisir dans ce qu'ils savent faire. Et finalement, ça, il y a une transversalité, je trouve, entre le sport et l'entreprise. Bien sûr, complètement. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Complètement. Ok, on se rejoint alors. C'est intéressant ce que tu... Oui. Tu disais quoi? C'est intéressant? Là, je disais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que on a un objectif, il peut être très clair. Ce qui est important, c'est les moyens, et c'est vraiment ce que tu évoques, les moyens qui nous permettent d'atteindre notre objectif, c'est là qu'on a du pouvoir. C'est vraiment là qu'on a du pouvoir, qu'on peut agir en fait. Et quand on fixe notre attention seulement sur l'objectif, sans mettre notre attention sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif, eh bien, on met son attention évidemment sur le désir de gagner. Alors, pour un sportif, ça va être très concret, hein, gagner peut-être sa médaille au JO ou sa médaille d'or, etc. Pour une entreprise, ça va peut-être être d'atteindre son objectif, un objectif très précis, peut-être de chiffre d'affaires. Mais quand on est focusé comme ça sur la gagne, sur le résultat, notre subconscient, lui, naturellement, se focus sur la peur de perdre. Donc, pour moi, c'est très important de mettre son attention sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Mon objectif est clair. Ce qui est important, c'est quels sont les moyens sur lesquels je peux vraiment focuser mon attention pour atteindre mon objectif. Et le moyen, ça va être déjà de travailler sur ce qui a besoin d'évoluer, de progresser. Et par exemple, à travers le diagnostic en entreprise, on entend, ok, on veut bien, nous, conquérir l'Amérique du Sud en tant que multinationale sur ce marché. D'accord, on veut bien. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, aujourd'hui, on a des problèmes de communication, on a des problèmes avec la direction, on n'a pas les moyens d'atteindre nos objectifs. C'est ça qui nous intéresse, c'est les moyens. Et les moyens vont nous conduire, vont nous rapprocher de notre objectif. Donc ça, c'est vraiment important. Et je te remercie de l'évoquer parce qu'on peut se tromper souvent de sujet. Ouais, on peut se tromper de combat surtout. C'est ça. Parce que finalement, voilà, si on regarde un peu la psychologie du sport, souvent,
il y a aussi quelque chose qui est important, c'est on apprend les athlètes à être focus sur ce qui dépend d'eux, c'est-à-dire les moyens qu'ils se donnent pour y arriver, et on essaye d'un point de vue conscient de les amener à travailler sur ce qui est aussi inconscient chez eux, c'est-à-dire se focaliser sur ce qui ne dépend pas d'eux. Par exemple, je te dis une bêtise, je sais pas moi, un supporter qui t'insulte ou quelqu'un qui te parle mal pendant que tu es en train de jouer un point important, et finalement, t'es plus focalisé sur ce que tu dois faire, mais tu es focalisé sur la personne que tu as entendue et qui finalement, je sais pas moi, t'a injurié ou quelque chose. Et souvent, c'est quelque chose d'important de le travailler dans le sport parce que ça arrive régulièrement. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément. Alors, si je prends le cas du tennis, par exemple, il y a énormément d'enjeux de parieurs sportifs qui se déchaînent après les matchs sur des athlètes parce qu'ils ont misé en fait sur des paris sur des athlètes dans le sport, et ils reçoivent beaucoup des menaces de mort, des insultes, parce que au final ils ont fait perdre de l'argent à des gens qui ont parié sur un résultat. Et dans le sport, voilà, je trouve que c'est important de pouvoir aussi travailler là-dessus, pour pouvoir être au moment T, être performant sur ce qu'on doit réaliser et pas se distraire de quelque chose qui va nous amener, on va dire, dans le chemin obscur qui va te faire perdre. C'est ça, ouais. Voilà, bon, j'essaie de faire des parallèles entre le sport et l'entreprise, mais bon, voilà, c'est comme mon domaine de compétences, il est quand même très axé sur le domaine du sport, puisque moi, après, j'ai beaucoup travaillé alors dans le modèle associatif, donc du coup souvent qui fonctionne comme une entreprise mais avec des bénévoles et des salariés. Donc souvent voilà, toutes ces problématiques là dont tu parles, qu'on peut retrouver dans les grands groupes, on les retrouve aussi dans des très grosses associations sportives qui gèrent de l'humain, qui gèrent des événementiels et beaucoup de gens. Donc c'est super intéressant de faire les différents parallèles. Alors, je vais passer au portrait chinois. Je sais pas si si t'es adepte des portraits chinois. Moi, j'aime bien faire un petit portrait chinois de mon invité dans chaque épisode. Ça permet un peu voilà, de se distraire un petit peu et de voir un peu le relief. Et ensuite, du coup, on parlera un peu de la dimension du mental à travers, du coup, ta compétence. Alors, on va commencer par le petit portrait chinois. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors, si j'étais une couleur, j'en serais deux, excuse-moi, je joue pas le jeu. Je serais le doré, je crois, et le bleu roi. Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé ces deux couleurs depuis que je suis petite, et je trouve qu'elles portent une énergie particulière. J'ai toujours aimé le doré pour sa lumière. Pour moi, en fait, le doré, ça évoque ce qui est sacré, ce qui est beau, ça évoque le subtil. Donc pour moi, c'est vraiment une couleur magique, le doré, qui tout de suite m'apporte beaucoup de... Je trouve que ça évoque la grandeur. Je ne sais pas si tu as déjà été visiter des palais, en fait, où le doré est partout. Et ça évoque vraiment la grandeur, le beau, l'ultime, le zénith, le soleil. Donc c'est très, très intéressant. Et le bleu roi, c'est toujours une couleur qui m'a attirée pour son éclat. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui évoque la vie. Et j'adore le bleu, et particulièrement le bleu roi, probablement pour son côté éclatant. Donc ce sont mes deux couleurs. Ok, ah ouais, écoute, moi je suis plus sur les couleurs un peu qu'on retrouve souvent en Méditerranée pour atténuer la chaleur, c'est-à-dire le blanc, et le bleu de la mer un petit peu. Enfin voilà, on retrouve un peu ces couleurs plutôt dans le sud, en Méditerranée, en Grèce, je sais que je l'ai vu en Tunisie, au Maroc. Enfin voilà, j'adore ces couleurs en fait. Je trouve que c'est des couleurs qui sont reposantes pour l'esprit, je trouve. J'aime beaucoup.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? L'oiseau. L'oiseau pour la merveilleuse qualité qu'il a de voler au-dessus de tout. J'ai toujours été amoureuse des oiseaux. Je trouve que c'est une qualité extraordinaire de pouvoir s'élever au-dessus et de voir les choses de leur envol, de danser avec le vent, cette liberté. Voilà, la valeur la plus haute pour moi, c'est la liberté. Et l'oiseau incarne parfaitement cette liberté-là. Donc l'oiseau, sans aucun doute. Ok, un oiseau en particulier? Les oiseaux. Tous ceux qui savent voler. C'est ça qui s'appelle. Ok. Alors, si tu devais être un lieu géographique, quel lieu serais-tu et pourquoi? Je serais sans aucun doute les pyramides d'Égypte. Pourquoi? Parce que depuis que je suis enfant, je suis fascinée par l'Égypte, par ses pyramides, par leur mystère. Donc, du fond du cœur, les pyramides d'Égypte. L'Égypte. Ok. Après, elles conservent encore beaucoup de mystères, hein, les pyramides d'Égypte. On n'a pas tout compris, hein. Complètement. C'est incroyable, hein. Et puis Ça, c'est sûr. on en découvre, Oui. bah, je veux dire, chaque année, il y a des découvertes qui sont faites, il y a des endroits qu'on n'a pas trouvés. C'est assez incroyable. Après, moi, je me pose toujours la question de savoir comment, à cette époque-là, ils ont réussi à bâtir ces pyramides. Quand tu vois le poids d'un bloc, tu te dis, c'est assez incroyable, quoi. Donc et puis, ils en ont pas mis qu'un de bloc, hein. Donc, du coup, C'est ça. ouais, et puis, c'est assez incroyable. Tu te rends compte avec même tous les souterrains, les trucs et tout. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin bon. Ouais, c'est fascinant. C'est Ah ouais, fascinant. c'est une énigme. Bon, je sais pas si on comprendra tout, nous, peut-être plus tard. Mais bon, en tout cas, fascinant. Si tu devais être un plat, donc un plat qui se mange, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, si je devais être un plat, euh, les auditeurs vont certainement pas connaître. Ça s'appelle le mhajeb. C'est un plat que fait ma mère, un plat algérien. Donc, c'est une forme de, comme de, entre le pain et la galette. Ça s'appelle du msemmel, avec une espèce de ratatouille algérienne qui s'appelle la chouchouka. Et quand tu mets la chouchouka dans ce msemmel, dans ce pain, dans cette crêpe, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment le souvenir d'enfance le plus fort que j'ai parce que ma mère passait des heures à faire ça. Et quand quand je voyais le temps qu'elle consacrait à nous faire ce repas, j'étais toujours. Enfin, ça m'interloquait. Je me disais comment une maman peut passer autant de temps à cuisiner alors qu'on mange en 10 minutes, un quart d'heure. Mais je pense que il y avait tout l'amour de ma mère. Et ça, c'est un truc qui est resté vraiment dans mon cœur. C'est tout l'amour d'une mère qui peut tout donner pour nourrir ses enfants. Et je pense que ce plat représente le plus l'amour de ma maman. Donc voilà, je garde ce plat en plat à partager. Ok, ouais, je connais pas, mais en tout cas, ça m'a donné faim. Si tu devais être un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors écoute, je gagnerais du temps si j'avais le super pouvoir de l'omniscience. Vu le temps que je passe à vouloir tout comprendre, à vouloir me former, en fait, j'ai toujours eu envie de tout comprendre, de tout savoir. Si j'avais eu en fait, j'aurais envie d'apprendre tous les métiers, de faire tous les métiers et de comprendre tous les mystères. Et donc, sans aucun doute, l'omniscience. La conscience absolue de tout ce qui existe, c'est mon rêve ultime. Ok, bah Je écoute, gagnerais un ouais. temps fou si c'était le cas. Gagner le taxi, bah oui. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce petit podcast chinois. Bon, c'était juste quelques questions et puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais. Bon, tu sais que dans le cadre de notre podcast,
podcast. Parlons de votre mental. On aborde du coup la dimension du mental. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu abordes la dimension mentale lors de tes accompagnements auprès des individus et des groupes pour pour leur plénitude, que ce soit en tant que performance ou de bien-être. Alors, c'est une question intéressante parce que comment je l'aborde? Alors, je vais donner les principes de base qui vont me permettre d'avoir une vision assez simple et claire du point par lequel j'aborde ce sujet. Pour moi, aujourd'hui, la capacité qu'on a, notre rapport au monde, la réalité de notre vie, quelles que soient les catégories de vie, en fait, est le reflet parfait de nos programmations subconscientes. Voilà, on va redire en peut-être 2 secondes des principes importants. De 0 à 7 ans, on est vraiment dans des états de conscience qui sont des états qu'on peut considérer comme des états d'hypnose. Notre pupille est en mode record. Elle enregistre tout ce qui se passe autour de nous. Et on enregistre ce qu'est le couple, ce qu'est la famille, ce qu'est la réussite, et tous ces enregistrements qui sont composés d'une équation assez simple. Par exemple, le couple égale une perception, j'observe mes parents, de gains ou de pertes. Donc de gains ou de pertes, est-ce que mes parents sont plus riches ensemble ou est-ce qu'ils sont plus pauvres ensemble? Est-ce que le couple nous rend plus riches ou plus pauvres? Associé à des émotions de plaisir ou de souffrance. Et cette répétition, cet enregistrement qui a lieu de 0 à 7 ans et qui se répète à chaque seconde, vient créer des paramètres subconscients on va appeler des croyances. Ce sont des paramètres neurologiques. Et ces croyances, en fait, ça va vraiment être notre boîte noire en tant qu'adulte. Et ces croyances vont ou être des croyances limitantes ou des croyances qui vont favoriser, en fait, l'atteinte de nos objectifs. Donc, je pars de là parce que si on ne comprend pas ça, eh bien, en fait, on ne comprend pas qu'on doit être l'allié de notre subconscient et ne pas se battre, ne pas lutter contre nos programmes. On ne gagne jamais contre les programmes. Le subconscient, il a 95% de relations synaptiques avec le corps. Donc, lorsqu'on a des croyances, il faut comprendre que les croyances engagent le corps à 95%. Donc, si j'ai associé à la cigarette du plaisir, un sentiment d'appartenir à une famille, d'avoir des amis autour de moi, le sentiment de liberté quand j'avais 16 ans parce que je fumais, et le plaisir que mes copains avaient à me tendre leur clope, moi à la fumée. Si je maintiens cette équation active dans mon subconscient, ça va être très difficile pour moi d'arrêter de fumer. Je vais me battre contre mon subconscient qui, lui, se dit « Mais attends, la cigarette, c'est du plaisir. » Et moi, je suis là pour te conduire vers le plaisir. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le subconscient engage le corps. Et c'est la première chose que je dis à mes clients, c'est on n'est pas là pour se battre contre nos propres systèmes. Si je n'ai pas envie de jouer sur un programme, si le programme que je regarde sur mon écran ne me convient pas, je ne vais pas casser mon écran. Si je fais du no-code ou si je sais coder, je vais changer mon programme. Eh bien, en fait, c'est vraiment la première chose que j'apprends à mes clients. On fait un diagnostic de ce qu'ils veulent transformer. On regarde le programme qu'ils ont validé dans leur enfance par rapport à cet objectif. Évidemment qu'on observe à chaque fois que le programme n'est pas cohérent avec l'objectif. Souvent, c'est des objectifs de chiffre d'affaires dans les dirigeants. Et en fait, ils n'ont pas un réservoir, une norme qui correspond à leurs ambitions. Donc, le programme n'est pas cohérent avec l'ambition. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et pour finir là-dessus, c'est important. Je pense que quand on apprend les règles du jeu JE, on n'a plus besoin de se battre contre soi. C'est plus un chemin qui se fait dans la souffrance. On apprend les règles du jeu de chaque part de nous, notre subconscient, notre système émotionnel, notre corps. Et ensuite, on apprend à collaborer, à parler le même langage et à donner la bonne information. Donc voilà le pilier important.
avec lequel je commence et ensuite on adapte évidemment par rapport à l'objectif de chaque individu les séquences dont il a besoin pour atteindre son objectif. Ok, ça est super intéressant de pouvoir. On est toujours un peu finalement dans cette histoire de jeu et de cet apprentissage inconscient qu'on a sur les. On dit souvent que comment dire ça, les premières expériences de la vie, en gros, qu'on se construit entre 0 et 6 ans, c'est hyper important pour sa confiance, son estime et que voilà, tout ce qu'on va mettre en œuvre à ce moment-là, en tant que parent, c'est important en tout cas d'être vigilant sur cette période-là parce que finalement, on construit beaucoup de choses et, et les carences souvent qu'on retrouve à l'âge adulte, finalement, c'est des carences qu'on a, comment dire, on construit pas des carences, mais en tout cas, c'est des carences qui viennent de cette période-là de son enfance. C'est ça. Et ce que je dis souvent à mes clients, et ils sont souvent surpris, c'est quand ils viennent me voir, ils me disent, mais moi j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Et je leur dis, ça n'existe pas. On a des conditionnements, d'accord, on a des paramétrages, notre subconscient est paramétré, ça c'est d'accord. Par contre, ce qui est fascinant chez l'être humain, c'est sa plasticité. Et il y a des gens qui sont très surpris de s'être identifiés à un trait de caractère ou à un trait de fonctionnement, etc., qui disent « mais moi j'ai toujours été comme ça et ça ne changera jamais ». Et au bout des fois d'une seule séance, parce qu'ils ont compris la mécanique, en fait ils se libèrent. Et ils me disent « mais jamais j'aurais pensé avoir accès à ça ». Et c'est vraiment la merveilleuse nouvelle, l'élément fondamentalement important, c'est notre plasticité à n'importe quel âge, de transformer tout ce qu'on a reçu, en fait, nos blessures, nos croyances, on peut tout changer. Et ça, c'est vraiment pas un slogan publicitaire, c'est une réalité. Et c'est vraiment ce qui me réjouit le plus, et c'est aussi pour ça que je souhaite partager, c'est pour que les gens puissent être vraiment conscients qu'il y a des leviers et qu'il faut juste les connaître. Oui, mais tu as raison. En plus, il y a des études scientifiques qui sont faites dans le domaine, où finalement, Oui. on arrive à avoir par le biais de l'imagerie des zones du cerveau qu'on active. En fait, quoi, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce domaine-là. Donc voilà, donc c'est pas un slogan, c'est vrai. Le cerveau est très Oui. plastifiable, modulable, et c'est chouette de le savoir parce que ça veut dire qu'on peut finalement, à partir d'un souvenir malheureux, on peut le transformer en souvenir heureux si on a envie. On va le voir d'une autre manière en fait. Exactement. Parce que souvent c'est l'émotion. C'est souvent l'émotion qui cristallise le souvenir. Hein, c'est ça, c'est l'émotion qu'on a vécue. C'est tout à fait ça. Et finalement, cette émotion-là, en fait, elle cristallise le souvenir. Mais dans notre perception à nous, ça se trouve, ceux qui ont vécu le même souvenir que nous parce qu'ils y étaient, ils l'ont peut-être pas vécu de la même manière, donc ils l'ont cristallisé d'une autre façon. Donc c'est toujours intéressant aussi peut-être souvent comment dire, quand on a l'occasion de le faire, de revivre des souvenirs douloureux, mais d'en parler avec des gens qui l'ont vécu avec nous, parce que du coup, ils n'ont pas peut-être la même réalité de ce qu'on a vécu, puisque chacun a sa cartographie du monde finalement. Tout à fait. Tout à fait. Oui. En fait, c'est notre point de perception qui crée la polarité de notre expérience. C'est-à-dire qu'avec une même expérience vécue, à partir de l'endroit, du point de perception d'où je la regarde, je peux en faire une expérience affreuse, traumatique. Je peux en faire en fait une expérience équilibrée entre ce qu'il y a eu en souffrance et ce qu'il y a eu en fait en force. Donc cette expérience, à la fois, elle a été difficile à vivre, elle m'a challengée, elle m'a défiée, ça a été une épreuve énorme. À la fois, elle m'a permis une transformation qui fait qui je suis aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est vraiment d'équilibrer ces points de perception pour éviter de polariser nos expériences du côté négatif. Ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Alors, on en revient à notre mental.
quels sont, selon toi, les principaux aspects du mental que tu considères comme étant essentiels pour atteindre des objectifs personnels et professionnels élevés? Alors, pour moi, ce qui est important dans le mental pour atteindre nos objectifs personnels et professionnels, alors, moi, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, ma spécialité, le point avec lequel j'aborde le mental, c'est vraiment l'alignement neuro-émotionnel. Donc, c'est vraiment ce qui me différencie, moi, d'un coach mental. Je ne suis pas coach mental, et ça, tu le sais bien. Mhm. Donc, en fait, pour moi, le mental, si on prenait, alors je vais prendre l'exemple du cône d'un cône qu'on utilise, qu'on appelle le cône de Minkowski. Le mental, si on prenait cette pyramide, en fait, il surplombe la pyramide, il est tout en haut. Pourquoi? Parce que c'est souvent notre regard sur le monde qui va déterminer, qui va influencer, en fait, notre rapport au monde. Donc le mental, il est fondamental en ce sens-là. Mais en tant qu'être humain, on n'a pas seulement un mental, on a un corps aussi. Et dans ce corps, en fait, on a la nature organique de notre corps, donc tout ce qui va participer à nourrir le pôle neuro-organique, donc notre alimentation, ce qu'on va boire, la qualité de notre sommeil, etc., etc. Puis on a le pôle neuropostural. Mais en fait, on est également, donc le pôle neuropostural, notre posture, qui vient aussi interférer avec notre mental. En fait, on découvre que ces trois pôles sont interdépendants. Mais ce qui est important, c'est que, tu vois, Sébastien, toi et moi, on pourrait être fait d'un mental en béton, absolument optimiste, positif, avec des croyances qui vont vraiment nous pousser vers la réussite. On peut être fait comme ça, avec un pôle neuro-organique où on aurait une super alimentation, une hygiène de vie extraordinaire, une super posture, des gens qui font du sport, etc. Mais on ne vit pas tout seul en tant qu'être humain sur cette planète et on est dans un environnement. Et donc le quatrième point important, c'est l'environnement. L'environnement qui va activer en fait ces trois pôles, qui va interférer avec ces trois pôles et qui va du coup définir notre énergie vitale, notre état d'être au monde. Donc, par rapport à ta question, pour moi, en fait, la prise en charge ne peut être que holistique. Et pour le point du mental que tu abordes, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde, est-ce que le mental tourne dans le bon sens? Les premières personnes que j'ai reçues au départ, c'était beaucoup des gens dépressifs. Alors, à la dépression, il peut y avoir beaucoup de causes. Certains, en fait, sont sortis de cet état-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste rééduqué leur attention à aller dans la bonne direction. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est vraiment, j'apprends, en fait, imagine que notre point d'attention, c'est un cheval sauvage. On ne l'a pas vraiment éduqué quand on est à l'école, on ne nous a pas appris à méditer, on ne nous a pas appris à rester concentré. Je dirais même qu'aujourd'hui, à notre époque, on nous apprend tout le contraire. On nous apprend à avoir l'attention complètement tournée vers l'extérieur, une attention fragmentée avec les écrans. Et ce qui est très important, c'est vraiment pour moi d'apprendre à l'attention, si on veut vraiment avoir un mental qui tourne rond, à mettre notre attention sur toutes nos réussites. Éduquer notre attention à regarder tout ce qu'on a réussi dans notre vie et entraîner notre attention à aller tout le temps sur ce chemin-là pour créer un sillon. Le deuxième point important pour moi, c'est de mettre son attention sur ce qu'on a aujourd'hui, ici et maintenant. On est bombardé d'informations qui nous montrent que on n'est pas assez mince, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez compétent. En fait, tout nous encourage à voir ce qui nous sépare de l'excellence. Et d'ailleurs, quand on est enfant, et c'est peut-être pas conscient, mais c'est important de changer. Quand on est enfant et quand on va à l'école, on fait une copie. Imaginons, je fais une dictée. Qu'est-ce qui va être entré? C'est mes échecs, donc tout ce que je n'ai pas réussi. L'appréciation, sur quoi elle est basée? Sur peut mieux faire. Donc en fait, c'est sur ce qui me sépare de l'excellence. Et donc on est conditionné toute notre vie comme ça. On conditionne notre point d'attention à faire ce chemin-là. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui me sépare de l'excellence? Et qu'est-ce que ça induit, ça? Ça induit la peur de ne pas y arriver demain.
Et ça, c'est vraiment la première chose que je travaille avec mes clients. C'est, on a eu, pour moi, les échecs n'existent pas. C'est juste des tentatives où on a appris. Donc, on a eu plein de tentatives, plein d'expériences d'apprentissage qui nous ont rapprochés de la réussite. Et on a eu des réussites. Donc, on va entraîner notre point d'attention à aller voir nos réussites. On va entraîner notre point d'attention à voir tout ce qu'on a. On a la chance, peut-être, d'avoir de la santé, d'être dans un pays où on n'est pas en guerre, d'avoir de quoi manger. On a peut-être la chance d'avoir des gens qui nous aiment. En fait, si on est vraiment dans cette conscience de tout ce qu'on a, on devrait vraiment être traversé par des vagues de gratitude. Et quand on fixe notre attention sur nos réussites dans le passé, quand on fixe notre attention, et là je parle d'une attention vraiment émotionnelle qu'on ressent par nos émotions, sur tout ce qu'on a et qui fait de nous un être riche dans le moment présent, alors naturellement notre subconscient, quand il va se projeter vers notre objectif dans le futur, grâce aux exercices de visualisation qu'on va évoquer dans quelques instants, eh bien il se projette avec confiance, parce qu'il se dit j'ai toujours réussi, je réussirai toujours, et j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est vraiment, tu sais, avant j'étais EduxP, aujourd'hui pour moi c'est toujours de l'éducation d'une certaine façon. On éduque notre système nerveux et notre corps à rester dans un endroit propice à notre développement. Alors, je suis d'accord avec toi sur l'aspect éducatif. Juste un bémol, c'est que dans l'éducation, il y a des messages qu'on transmet, mais Oui. en fait, il y a un émetteur, un transmetteur. Si comment dire, la personne qui reçoit, en fait, ne veut pas prendre, finalement, on n'a pas d'impact sur elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que je peux en retenir, c'est-à-dire que pour avoir été confronté aux deux, c'est-à-dire comment dire, un système éducatif où tu enseignes, mais on va dire il y a adhésion parce que l'athlète veut progresser, donc forcément il y a une écoute partagée des conseils et finalement il y a les feedbacks aussi de la personne que tu entraînes. Donc finalement ça crée c'est comme le feu de cheminée, quoi. Je veux dire, tu entretiens la flamme éducative et finalement, t'en donnes et t'en reçois et voilà, ça fait quelque chose qui marche bien, quoi. Par contre, là où c'est plus dur, c'est sur des gens qui adhèrent pas en fait, qui vont pas adhérer. Donc c'est important aussi de bien choisir ses combats, j'ai envie de dire, parce qu'on peut pas, comment dire, on peut pas plaire à tout le monde et on peut pas transmettre à tout le monde non plus à partir du moment où les personnes ne le souhaitent pas, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est très juste ce que tu dis, mais tu vois, là, tu parles certainement d'un adulte. Moi, quand je te parle, tu sais, de l'école, c'est sans jugement, hein, mais je te parle d'un enfant qui est en état d'hypnose et qui donne, en fait, qui ne peut se référer qu'aux adultes. Et ça, c'est très important parce que quand on est enfant, en fait, on nous laisse entendre, mais c'est la société qui veut ça, que c'est l'adulte qui va être le miroir, le reflet, et qui va nous dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc l'enfant, lui, il est d'une certaine façon impuissant, c'est-à-dire qu'il se réfère au référentiel qui est autour de lui. Et c'est en ce sens-là que c'est important de reprendre son pouvoir, parce que quand on est enfant, en gros, on te dit si c'est bien, c'est l'adulte qui te dit que c'est bien. Félicitations, t'as rangé ta chambre. Félicitations, t'as une bonne note. Quand t'as 5 sur 20, on te dit c'est pas bien. Donc en fait, tu apprends, tu es conditionné pour voir ta valeur à travers le regard des autres. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une très grande faiblesse sur laquelle il va falloir revenir. Parce que c'est quelque chose qu'on garde après adulte. C'est je vois ma valeur à travers le regard des autres. Non, en fait. Ça a été vrai enfant. Ça n'a pas été peut-être la meilleure chose qu'on nous ait appris, mais c'est vraiment important pour moi de reprendre son pouvoir et de ne plus se regarder à travers la valeur des autres, à travers ce que les autres peuvent nous renvoyer. T'as raison. Après, ça me fait écho à autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe quand même des enfants qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là et qui posent quand même beaucoup de soucis, même si parce qu'en fait ils sont
en fait, ils ne voient pas la différence entre eux et les adultes. Donc, finalement, ils vont pouvoir s'exprimer aux adultes de la même manière qu'un autre adulte pourrait s'exprimer. Donc là, je parle des enfants que j'ai pu, alors pas forcément accompagner, mais des familles quand j'étais référent bénévole Oui, pour la FEP, l'Association française des enfants à haut potentiel, où on retrouve beaucoup entre guillemets, de difficultés à l'école parce que ces enfants-là, en fait, euh, ne rentrent pas dans le moule de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'exprimer comme des adultes, réfléchir comme des adultes, avec souvent une grande maturité en termes de réflexion et même de philosophie. Et ils peuvent du coup déstabiliser de nombreux adultes par leur positionnement d'égal à égal entre l'enfant et l'adulte. Et du coup, c'est en ça que souvent ils se retrouvent en difficulté à l'école. oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Et ça, c'est un autre sujet encore. C'est encore un autre sujet, mais tu as raison que ce sujet-là, c'est pas, c'est complexe et c'est difficile à gérer parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Mm. Mais voilà, donc du coup, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas, ces profils d'enfants qui finalement ont comment dire, une vision du monde que j'aime bien en fait. Parce que du coup, ils ont souvent alors souvent, faut pas confondre haut potentiel avec je suis un génie, hein, mais souvent ils ont comment dire, c'est souvent à travers une passion qu'ils se découvrent. Et souvent, ils arrivent à exceller dans un domaine très particulier. Et souvent, c'est des enfants très créatifs et avec un monde imaginaire très développé, quoi. Mm. Alors, on continue sur nos questions. On ferme la page du haut potentiel Des enfants. des enfants. Quels sont les exercices spécifiques que toi tu utilises pour aider les gens à renforcer leur mental, à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin? En tout Mhm. cas, ceux que tu rencontres. Alors, il y a plusieurs exercices, c'est intéressant ce que tu dis. D'abord, on va regarder, il y a des exercices simples où on peut regarder si la personne en fait est alignée euh, aujourd'hui à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle souhaite atteindre. Tu sais, quand on est adulte, on se réveille le matin, on commence une journée, mais cette journée qui s'offre à nous, elle n'est pas le fruit de qui on est aujourd'hui. Elle n'est pas le fruit de nos actions présentes, elle est le fruit de notre passé. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que quand je me réveille le matin, que je vois mes enfants, que je vais à mon cabinet, euh, je commence ma journée, mais je commence ma journée comment? En assumant les choix du passé que j'ai faits. Et peut-être que la personne que je suis ce matin, que je suis aujourd'hui, n'est plus du tout en résonance avec ça. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours par regarder ça avec les clients. C'est est-ce que ce qu'est ma vie aujourd'hui est vraiment au service de ce que veut mon cœur aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui. Parce que quand on voit du désalignement entre ce que je fais et ce que veut mon cœur, ce que je suis, eh bien, on commence à être désaligné et ce désalignement va souvent, très souvent s'exprimer par le corps. Alors, il y a plein de façons, il s'exprime de plein de façons, c'est très créatif. La première façon, ça va être, tu sais, ces forces d'inertie, de fatigue. On se réveille le matin, puis on n'a pas de jus, on n'a pas d'envie, on n'a même pas envie de se lever, ou alors on y va, c'est pénible. Donc, en règle générale, quand on commence à ressentir ça, il y a des questions à se poser sur, bah, en fait, à quoi je consacre mon énergie vitale? Est-ce que c'est vraiment ce qui me ressemble aujourd'hui? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Donc, ça peut prendre la forme d'une énergie faible. Ça peut après prendre la forme d'état émotionnel, de mal-être, sentiment de tristesse. Donc, ça va circuler par le système émotionnel. Et tout ça, c'est des messages, en fait. C'est des messages du cœur qui dit, attention, tu continues d'assumer une vie qui ne te ressemble plus, qui n'est plus au service de ton cœur. Et puis ensuite, ça va passer par le mental, notre sujet, les doutes, j'ai pas envie, les idées noires, je commence à perdre confiance en moi, j'y arriverai pas, etc. Puis ça finit par le corps, les symptômes, et la maladie. Et tous ces messages
pour moi, qui sont les messages de notre ami le corps, en fait, sont vraiment là pour nous renseigner sur la cohérence et sur l'importance de nos choix dans nos vies. Donc ça, c'est un outil. Le deuxième outil, c'est que quand on a vu qu'on était bien aligné, qu'il y avait de la cohérence entre ce que veut le cœur et ce qu'on fait dans notre vie, donc en fait, c'est comme si, là, c'est bon, on a un plan, notre plan est bon, on ne s'est pas trompé de plan. La direction est bonne, la carte est bonne. Quand la carte est bonne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va, tu l'as compris tout à l'heure, reprogrammer nos croyances, nos paramètres neurologiques à ce qu'on veut en fait, pour qu'il n'y ait plus aucun mécanisme d'auto-sabotage entre mes programmes et ma volonté, mon désir d'atteindre mes objectifs. Donc là, pour ça, en fait, on va utiliser plusieurs outils. L'un des outils les plus importants, c'est des audios en fait que j'ai fait en studio sur des bandes sonores qui nous mettent dans des états alpha, delta, donc des états modifiés de conscience qui permettent un état d'hypnose. Donc en fait, c'est vraiment des moments où les portes du subconscient se réouvrent et on peut reprogrammer notre subconscient à de nouvelles normes. Si ma norme, c'est de gagner beaucoup d'argent et que je viens d'un milieu où justement il y avait beaucoup de polarité, de sentiments de perte avec l'argent, de souffrance, eh bien il va falloir que je commence par reprogrammer mon subconscient en lien avec l'argent à du gain et à du plaisir. Et donc, en fait, les audios vont aider à ça. C'est des audios qui durent 9 minutes, on les écoute. Donc, le docteur Beauregard, qui est un chercheur en neurosciences québécois, m'a donné la possibilité d'utiliser ces trames sonores qu'il a fait dans son institut de recherche et qui permettent en fait de modifier ses états de conscience pour être dans un état d'hypnose et reprogrammer son subconscient grâce à une visualisation émotionnelle. Et finalement, on devient tellement familier, on permet à notre corps tous les jours, plusieurs fois par jour, d'expérimenter cette nouvelle norme. Et à un moment donné, en fait, elle devient la norme. C'est comme si, finalement, ton désir donnait un coup de pied à ta croyance du passé pour prendre sa place. Et quand cette norme prend la place, quand ma norme devient la réussite financière, la confiance en moi, eh bien, j'observe. Tu te souviens, le subconscient engage le corps à 95%, que, en fait, tout vient à moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut recevoir que ce qui est déjà en nous. Donc si je crée une norme qui me permet vraiment d'intégrer de façon très profonde dans mon subconscient et dans mon corps que ma norme c'est de gagner beaucoup d'argent, d'être à l'aise avec ça, et que j'associe cette nouvelle norme à mes valeurs les plus hautes, la liberté, le partage, l'amour, etc., alors mon subconscient va engager le corps et je vais avancer vers mes objectifs avec beaucoup de fluidité. Et ça, à chaque fois, j'ai vu je pense à une femme qui gérait du maraîchage, gérait une équipe, et elle voulait se mettre à son compte. Elle n'avait pas du tout les bonnes conditions, le profil, le mindset, les séquences pour être dirigeante. Elle a fait ses audios plusieurs fois par jour pendant plusieurs mois, et c'est incroyable comment elle s'est transformée. C'est-à-dire que son subconscient a vraiment intégré, et le corps aussi de façon très profonde, cette nouvelle identité de dirigeante. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a attiré à elle des contrats. Les choses se sont faites naturellement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le subconscient va toujours vers sa norme. Donc je commence par intégrer une nouvelle norme et ensuite, en fait, on met en place le plan d'action qui permet d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, pour répondre à ta question, les outils qu'utilisent les personnes que j'accompagne. Ok. Toi, dans tes interventions en tant que facilitatrice et consultante, quelles sont les principales problématiques d'un point de vue mental que tu rencontres fréquemment chez les individus ou dans les groupes, et comment tu les abordes? Alors, ce qui ressort beaucoup, c'est, tu sais, la chose qui me touche certainement le plus, c'est qu'on a tous, par instinct de survie, créé des mécanismes en fait de protection. Et ce que j'observe, c'est qu'on a tellement été formaté, conditionné, on a tellement de conditionnement qu'on s'est beaucoup coupé de notre
vérité intérieure. Ça, c'est la chose que j'observe le plus. Des personnes qui ont pris une direction dans leur vie qui ne correspond pas du tout à ce qu'elles sont véritablement. Des personnes qui n'osent plus exprimer leur vérité. Et donc, ça crée des nœuds, évidemment. Des personnes qui désirent quelque chose, mais n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu, d'atteindre leurs objectifs. Et donc ça, c'est vraiment pour moi important. Il y a aussi beaucoup, dans les gens que j'accompagne, des personnes en fait qui sont en souffrance émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout le temps réprimé leurs véritables émotions, ce qu'elles pensaient, ce qu'elles ressentaient. Et cette répression émotionnelle donne vie à des expressions corporelles, du mal-être, de la souffrance. Et du coup, souvent, je peux voir des aspects un peu dépressifs, sans que ce soit une dépression forte, mais je vois en fait que ce sont des personnes qui se sont éteintes, parce que justement, elles ne sont plus connectées à leur vérité intérieure. Et c'est aussi ce qui m'a conduite à continuer mon travail vers la méditation en supraconscience, parce que je me rends vraiment de plus en plus compte qu'on a été d'une certaine façon, on s'est coupé de notre vérité intérieure. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on perd notre pouvoir. Donc c'est un peu tous ces aspects-là, tous ces conditionnements, en fait, on détricote. Chaque personne a ses aspects particuliers et on regarde, en fonction de l'objectif de la personne, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait obstacle à l'expression naturelle du plein potentiel de cette personne. Parce que, je veux juste dire ça, notre véritable nature, c'est l'expression naturelle de notre potentiel. En fait, ce qui empêche le fait qu'on se déploie pleinement, naturellement, c'est vraiment tous ces conditionnements, toutes ces émotions réprimées, tous ces micro-traumas, toutes ces croyances. C'est toutes ces petites choses qui empêchent que le fleuve coule naturellement dans l'abondance. Ok. Comment tu aides les personnes parce que souvent on parle beaucoup de psychologie positive à notre époque, et alors du coup tout ne peut pas être positif, hein, on est d'accord, mais on essaie de cultiver une certaine mentalité positive et résiliente face aux défis Oui. et aux revers qu'on peut rencontrer dans la vie. Comment tu aides les gens dans ces moments-là? Comment j'aide les gens à transformer les défis en opportunités? C'est ça ta question, Sébastien? Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. C'est comment tu les aides à cultiver C'est une ça? mentalité positive et résiliente face aux défis Mm. qu'ils se mettent, et finalement éventuellement aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Ah, oui. Ah, c'est vraiment en satellisant, en satellisant notre expérience. En fait, tu sais, le satellite, euh, son, sa grande force, c'est qu'il peut, grâce à la hauteur qu'il a, voir le jour et la nuit en même temps. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu pour chaque être humain par rapport à ses expériences, à ses défis du moment, c'est de prendre suffisamment de hauteur dans son expérience pour pouvoir voir le jour et la nuit dans son expérience, donc la polarité positive et négative. Quand je dis positive et négative, c'est qu'encore une fois, pour moi, rien n'est négatif. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, euh, toutes les choses qui viennent à nous sont là pour nous enseigner, sont là pour nous faire grandir. Pour moi, en fait, ce qu'on peut appeler des choses difficiles ou des mauvaises expériences, pour moi, ce sont des cours que nous offre la vie pour mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas réglé. Tu sais, on parle beaucoup de l'évolution, c'est quoi? L'évolution, c'est un mouvement qui va de je récapitule, j'avance et je recule pour revenir sur les notions qui n'ont pas encore été parfaitement intégrées par ma conscience, par mon esprit. Donc, en fait, on va avancer dans nos vies et puis on appelle ça le pédomorphisme, on va reculer parce que
il y a des petites choses qu'on n'a pas intégrées ou des choses importantes. Et ça nous conduit à revivre les mêmes expériences, les mêmes douleurs, etc. Mais si vraiment on est, et pour moi, tout ça, la racine de tout ça, c'est pourquoi je suis sur Terre. Si je considère que je suis sur Terre pour avoir une vie pépère, tranquille, eh bien, tous les petits grains de sable qui vont être dans mon rouage vont me gêner, vont être vus par ma conscience comme quelque chose de négatif. Si je suis conscient que je suis sur Terre pour progresser, que je suis là pour grandir comme un chêne ne cesse jamais de grandir ou n'importe quelle plante ne cesse jamais de grandir. Si je suis là en me disant je suis là pour grandir, alors mon esprit va naturellement être disposé à voir dans chaque chose qui vient à moi, en fait, ce que j'ai à apprendre. Et quand on a cet esprit-là, j'allais dire, plus rien n'est un problème. Parce qu'en fait, on voit que dans toutes les situations que nous offre notre expérience de vie, eh bien, il y a un enseignement. Et c'est vraiment c'est fondamental dans l'échange que j'ai avec mes clients et c'est quelque chose de libérateur. Les gens sont heureux parce qu'ils ont toujours appris à lutter contre les difficultés. Mais en fait, on n'est pas là pour lutter. On est là pour accueillir et pour réceptionner l'enseignement qu'il y a dans notre difficulté. Et c'est un enseignement qui va nous faire grandir. Donc, elle est à notre service. Et comme je leur apprends à accueillir au lieu de lutter, eh bien, ça change complètement leur paradigme. Ça change leur vie et ils ne se battent plus. Ils accueillent, ils observent, ils sont en posture d'observateur. Ils observent et ils se disent « Ah tiens, c'est intéressant. Cette personne, quand elle m'a dit ça devant tout le monde et que j'ai eu honte, j'ai vraiment pu voir que je n'ai pas pu lui répondre en public, mais j'ai vraiment pu voir à quel point je n'honorais pas ma parole, à quel point je ne m'affirmais pas. » Ben, c'est plus intéressant de voir l'expérience comme ça et de se dire finalement cette expérience est un cadeau pour moi. Cette personne qui m'a blessée m'a permis de révéler que pour l'instant je ne m'affirmais pas, je n'honore pas ma parole, mon sentiment et j'ai à travailler sur ça, j'ai à libérer ça. C'est plus intéressant que de se dire bah, cette personne vraiment c'est un cauchemar, je lui en veux et de brasser de la haine et de la colère sans comprendre l'enseignement. Et je pense que quand tu as ce regard-là, c'est un regard, je te disais tout à l'heure, pour moi, tout est question de point de perception. Quand on regarde les choses depuis ce point de perception-là, rien n'est problématique. Tout est là au service de notre épanouissement. Donc, même si c'est agréable ou pas agréable, tu vois, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de l'agréable ou du désagréable. C'est qu'est-ce que la vie m'envoie comme message à travers cette expérience. Et quand on a cet esprit-là, c'est juste une voie d'accélération dingue pour grandir. Et on n'est plus... En fait, on voit que tout est parfait. Que même dans cette personne qui m'a blessée ou à cause de qui ou grâce à qui je me suis sentie humiliée sur le moment, bah, cette personne est au service de mon progrès. Donc on voit vraiment que tout est parfait et qu'il y a une intelligence qui s'exprime dans tout et dans chaque situation, si on a les yeux pour le voir. Effectivement. Ça fait penser à la citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, j'apprends de chaque expérience. C'est exactement ça. Et tu vois, ça, je pense que c'est vraiment des choses, moi, que j'essaie que je partage avec mes clients parce que je pense qu'on ne mérite pas de souffrir comme on souffre ou de se battre toute notre vie comme on se bat. Et pour ça, il faut transmettre ce message largement. Il faut permettre aux gens d'aborder les choses depuis un autre point de vue. Et la vie devient beaucoup plus douce, même si on a des obstacles. Et beaucoup plus intéressante surtout. Alors dans le podcast Parlons de votre mental, on s'intéresse également à la gestion du stress et de l'anxiété. Quels conseils tu pourrais nous donner, les donner aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent pour les aider à mieux gérer ces aspects et favoriser leur bien-être mental? Alors, je pense qu'on va se croiser. Pour ça, la première chose que je propose de faire, c'est que si notre corps perçoit du stress, qu'est-ce qui se passe quand le cœur perçoit du stress en fait? Il va tout de suite activer le système nerveux sympathique, le cerveau reptilien. Notre champ de perception va se réduire
parce que notre cerveau, en fait, fait le focus sur ce qui nous met en danger. Donc, on perd nos moyens. Notre corps s'acidifie, etc. C'est l'espace, la suradaptation, le stress, nous conduit dans l'espace biologique, chimique, où nous sommes les plus pauvres, les moins capacitaires à trouver la bonne solution à notre problème. Donc la première chose que je dis, c'est quand on est stressé, c'est très important pour moi de faire, peut-être si on peut, un exercice de cohérence cardiaque. On travaille en équipe dans les entreprises. Quand certains managers ont des délais et qui mettent la pression sur les ingénieurs, il faut savoir en fait qu'ils se tirent une balle dans le pied. Pour pouvoir permettre à des ingénieurs, par exemple, de trouver une solution à un problème, il faut qu'ils soient en mode créatif. Pour être dans cet espace de créativité, il faut plus être connecté à l'hémisphère droit. Donc, l'hémisphère droit, c'est quoi? C'est l'espace, vraiment, où mon corps va être profondément détendu. Donc, la première chose que je propose, c'est on check le corps. On prend, et j'essaye de passer beaucoup de temps à faire ça dans la journée, de prendre un instant pour checker mon corps. Est-ce que j'ai des tensions dans le corps? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que mes épaules sont relevées? Et l'idée, c'est vraiment de détendre tout le corps. La deuxième chose, c'est vraiment de fermer les yeux et de se revenir dans son espace intérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut remettre en place le système nerveux parasympathique pour que l'homéostasie se mette en place et qu'on revienne dans notre plein potentiel. Donc on ferme les yeux, on est complètement détendu et on va faire cet exercice de cohérence cardiaque qui crée des merveilles. Moi, je le vois beaucoup avec des gens qui ont des postes à responsabilité, qui sont extrêmement stressés, qui me disent « c'est dingue, ça change ma vie ». Et cette respiration ventrale, en fait, le fait de fermer les yeux, ça indique à notre cerveau que nous sommes en sécurité, sans quoi mon attention serait tournée vers l'extérieur. Donc, c'est déjà un premier signal pour le cerveau, c'est « je suis en sécurité ». Le deuxième levier, c'est la respiration ventrale, qui exprime et qui dit au cerveau « je suis détendu ». Quand on est stressé, on est dans une respiration thoracique. Ces deux symboles, ces deux signaux, en fait, et quand on fait cet exercice de cohérence cardiaque pendant 5 minutes, par exemple, qu'on prend vraiment le temps, on revient dans le plein potentiel, dans nos pleins pouvoirs. Et là, l'hémisphère droit, le mode alpha se remet en place et on redevient créatif. Et si vraiment on a quelque chose qui nous stresse, de concret, eh bien, à ce moment-là, on commence à avoir le discernement nécessaire pour vraiment voir avec beaucoup de clarté les causes de ce stress. Et ensuite, dans cet état de calme et de créativité, on peut mettre sur notre feuille, dans cet espace de calme, le plan d'action qui va permettre de prioriser, de faire des choix, de relativiser tout ce qui est venu nous pousser en suradaptation. Donc, tout ce qui est venu activer ce stress. Pour moi, c'est vraiment extrêmement puissant. Ok. Alors, dans ton approche en tant que neurocoach, comment tu intègres la dimension mentale dans l'atteinte des objectifs des dirigeants que tu accompagnes et des individus aussi, les collaborateurs de ces dirigeants? Comment tu t'y prends? Alors, pour les objectifs, c'est toujours intéressant. Comment je m'y prends? Donc, il y a tout un processus qui permet de définir l'objectif, de regarder si on est aligné, etc. Mais c'est vraiment pour moi la pratique. Donc, la pratique, c'est vraiment ferme les yeux, voilà, connecte-toi à ton espace intérieur, respire, mets toute ton attention sur ta respiration ventrale. Et quand c'est le cas, on revient tout de suite en alpha. Et là, je demande à la personne, donc on a plusieurs exercices différents. Par exemple, si en entreprise, ce qui est beaucoup apprécié, c'est l'exercice par exemple des 3 colonnes, où on va aller chercher, on va laisser venir à nous des moments de réussite dans notre passé, qui peuvent être parfaitement en lien avec l'objectif que tu as. Si ton objectif, par exemple, c'est de pouvoir, comme me l'a dit récemment un manager, passer devant ton top management et il avait vraiment un grand défi, c'est de prouver, de montrer que son projet était OK, qu'il était bon, qu'il pouvait assurer ce projet. Et bien du coup, il s'est préparé à cet entretien, il a mis
il a mis toute son attention sur des moments du passé où il était dans la réussite, où il a su convaincre, où il était détendu, où il a su trouver les mots, et il a permis à son corps, il y a tout un processus d'agrandir l'image, d'illuminer l'image, il y a tout un processus basé sur les neurosciences qui permet à toutes les régions cérébrales à droite et à gauche de se synchroniser, aux deux hémisphères de se synchroniser, ce qui permet une onde cérébrale unique. Et quand tu agrandis cette image et que tu revis ces moments de réussite, en fait, tu permets à ton corps de faire circuler cette énergie de réussite dans le corps. On fait comme ça plusieurs moments, 5, 6. L'idée, c'est vraiment que ce sentiment de réussite soit chevillé au corps, que ce soit intense, que tu te sentes fier, sûr de toi, confiant. Puis quand la personne est à 8, 9, en fait, on peut à ce moment-là venir dans la colonne du présent. Maintenant, laisse venir à toi un moment vraiment où tu as été quelque chose qui fait de toi un homme riche. Donc ça peut être ta prestance, ça peut être tout ce que tu as qui fait que tu vois la personne merveilleuse que tu es ici et maintenant. Et là, c'est pareil, on va prendre chaque moment et on va amplifier. Et la magie de cette colonne, c'est vraiment que tu vas te sentir plein de toi, rempli de toi. Tu vas sentir finalement que tu es un être complet, rempli de gratitude pour tout ce que la vie t'a offert. Et ensuite, on va se projeter, c'est vraiment ça qui est important, dans la colonne du futur avec l'objectif qu'on va atteindre. Si l'objectif qu'on veut atteindre, c'est de pouvoir gagner l'attention de ton top management, de réaliser ce chiffre d'affaires, alors du coup, on va projeter cette image un peu comme les personnes qui se préparent pour une course automobile, par exemple. Eh bien, elles vont s'imaginer, ou pour le tennis, pour des grands jeux, elles vont se projeter, on projette l'objectif qu'on a dans les 6 à 12 prochains mois, et on se connecte, en fait, sur le plan de l'esprit, puisque le cerveau comprend deux langages, l'image et les mots. Donc, en fait, on va se connecter à cette image et on va ressentir cette manifestation, cette réalité comme déjà faite, comme présente ici et maintenant. Et je vais permettre à mon corps de vivre l'expérience ici et maintenant. Et c'est vraiment très fort. Les gens ont beaucoup d'émotions, se mettent à pleurer parce qu'ils vivent cette expérience comme si elle était là maintenant. Donc, sur le plan émotionnel, ils la vivent vraiment. Et ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de reprogrammer le subconscient, puisque tu es dans un état d'hypnose, tu es en état alpha, au-delà de reprogrammer le subconscient, le fait que tu ressentes ces émotions de ta victoire, de ce qui compte le plus pour toi, va permettre à tes cellules de ressentir ces émotions. Et en fait, on va activer ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on va obliger nos cellules à activer des gènes qui correspondent à notre objectif. Et c'est une transformation cellulaire. Ce n'est pas seulement mental, c'est le corps qui intègre une nouvelle information. Et en fait, on observe de façon très naturelle qu'on devient la personne qu'on souhaite être. Et quand on est la personne qu'on souhaite être, on réalise les résultats qu'elle réalise naturellement. Donc voilà comment, avec les individus ou les équipes, on travaille sur la réussite. Ok. On va aborder un peu une thématique que j'aime bien et on en parle un peu régulièrement de nos jours puisqu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, enfin voilà, on est quand même beaucoup, comment dire ça? On est beaucoup sur les écrans, tout simplement. Est-ce qu'il existe des pratiques, des rituels que tu pourrais recommander aux auditeurs du podcast pour améliorer leur concentration, leur clarté mentale pour des meilleures prises de décision? C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, pour moi, la clarté mentale, la meilleure prise de décision, ça va vraiment... je reviens sur l'aboutissement de mon parcours de formation. Je pense qu'il faut savoir se couper, et l'introduction que tu fais avec les écrans est très importante. Il faut pour moi se couper des éléments extérieurs. C'est-à-dire que dès que je reviens dans mon espace intérieur, couper vraiment, je reviens dans mon silence intérieur, dans mon espace de paix absolue, de connaissance absolue aussi. Et bien dans cet espace-là, je me reconnecte en fait à ma vérité et à mon savoir inné. Donc, je le disais tout à l'heure, ce qui fatigue énormément notre mental,
c'est qu'on le sollicite beaucoup trop et pour n'importe quoi. Et ça, je pense que toi, tu peux l'observer également. C'est-à-dire que le mental est un super outil, enfin vraiment à de grandes qualités, et merci à lui de nous aider à construire nos vies. Mais il y a vraiment des moments où il faut savoir stopper avec le mental et être là, présent, dans l'instant présent. Et c'est très intéressant de s'offrir des moments où on ne pense pas. Tu sais, c'est toujours la même chose pour moi, pour que notre mental soit clair, pour que notre vision soit claire. Tu sais, c'est l'image un peu qu'on utilise dans la méditation. Il faut que la boue, la terre, redescende au sol pour que l'eau soit transparente. Eh bien, pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a la méditation. Pour les gens qui n'aiment pas méditer, qui ont du mal à se poser, ils peuvent faire des exercices de cohérence cardiaque. C'est un format qui marche super bien. Moi, je m'entraîne également à aller marcher dans la nature. En fait, c'est très intéressant, la nature, parce que quand on va dans la nature, dans la forêt, on se reconnecte à notre propre nature. Il y a une forme de résonance entre la nature et notre nature. Et j'essaye d'observer, est-ce que je suis capable d'avancer sur ce chemin pendant 100 mètres sans penser, en étant juste présente à ce qui est. Et finalement, je me rends compte que plus je m'offre le luxe de ne pas penser, de m'offrir des moments où je mets mon mental au repos, parce qu'il a le droit de se reposer, eh bien, plus mon mental, quand je le sollicite, est fort, clair et présent. Mais c'est toujours la même chose. Si j'utilise de façon complètement irrationnelle, sans repos, n'importe quelle chose, sans pause, eh bien je vais l'user. Et en fait, je pense qu'on est nombreux à user notre système mental parce qu'on ne lui donne jamais la possibilité de se reposer. Donc, il y a des histoires qui concernent le mental, il y a des histoires qui concernent le cœur, il y a des histoires qui concernent l'esprit, et c'est important que chaque système ait la place de s'exprimer, et donc, ça permet aux autres systèmes pendant ce temps de se reposer. Donc, c'est vraiment pour moi une histoire de repos, de permettre à ce système mental d'avoir des moments de pause. Laissons-le tranquille par moment. C'est vrai. Couper on-off. C'est comme couper son Wi-Fi chez soi, ça fait du Ouais, bien. c'est ça. Il a le droit lui aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Couper les écrans, couper le Wi-Fi. Couper sa tête aussi. Couper sa tête juste pour que le mental puisse... Ah, c'est mon temps de pause. Et qu'on puisse vivre à travers un autre espace. Alors, je voulais te poser une question en Le lien. yoga, par exemple, tu Ah, le vois. yoga. Ah oui, c'est vrai, le yoga. Après, moi, je suis pas très. Ouais, tu vois, le yoga, tu vois, tout... Ouais, le yoga, moi, je fais du yoga, je suis toujours très surprise. À la fin de la séance, je me sens solide. Je suis pas du tout dans mon mental. Je suis vraiment présente. Je suis très consciente. Je suis dans mon corps, mais mon mental est complètement au repos. Le yoga, c'est génial pour ça. Tous les tai chi, tous les qigong, toutes ces pratiques qui permettent vraiment de rééquilibrer et de laisser de la place au corps et à l'esprit. C'est magique. Moi, je suis un peu plus fan des pilates, mais bon, ça se ressemble beaucoup, finalement. Oui, je t'ai coupé. Tu allais dire quelque Oui, chose. je suis un peu plus fan des pilates, mais ça se ressemble beaucoup. Oui, exactement. Tout Euh, à tu, fait. Complètement. Il y a plein de façons de le faire. tu m'as évoqué une histoire inspirante tout à l'heure là d'une dame en fait qui voulait qui voulait entreprendre. Est-ce que tu as d'autres histoires inspirantes de personnes que tu as réussi à transformer finalement qui a transformé leur mentalité grâce à ton soutien et qui ont connu voilà, des résultats significatifs dans leur vie? Oui, bien sûr. Alors, je suis toujours émerveillée, enfin très touchée quand les gens s'autorisent, pour moi c'est de l'autorisation, hein, s'autorisent à exprimer leur grandeur, leurs rêves et leurs visions. Euh, une autre personne avec qui j'ai été très touchée de travailler, il y en a énormément, hein, évidemment, mais c'est une femme qui avait de très très grandes qualités de conscience, d'esprit, de compétences. C'est une femme qui avait des compétences incroyables, qui était coach et, et qui n'arrivait pas à dépasser son plafond de verre financier. Pourtant,
quand on regardait concrètement, c'était surprenant parce qu'elle avait un niveau de compétence remarquable, elle était brillante. Donc, il y avait vraiment un problème d'autorisation. C'était une norme, il manquait une norme. Il manquait cette norme, la norme qui correspondait à son objectif. On a travaillé pendant un moment ensemble, pendant 7-8 mois, et on a justement étudié tous ces systèmes, son référentiel par rapport à l'argent. Et en fait, elle a vraiment travaillé beaucoup les audios. C'est une femme qui avait cette grande qualité aussi de discipline, de rigueur, donc elle a beaucoup pratiqué. Et c'était très intéressant parce que en l'espace d'une année, elle a explosé les objectifs qu'elle s'était donnés. Et pourtant, tu vois, elle avait le même niveau de compétence. Je parle là, tu vois, elle était brillante, elle l'avait toujours été. Mais c'était vraiment une histoire d'autorisation. Donc, cette femme s'est complètement envolée dans son parcours. Il y a énormément de situations qui s'expriment. J'ai moi-même réalisé ce que j'ai créé avec mes audios. J'ai été ma première cliente. Hein. J'ai d'abord reprogrammé mon subconscient aux normes que je voulais atteindre, aux objectifs que je voulais atteindre. Avant d'être un objectif, j'en ai fait ma norme. Et j'ai vu des opportunités venir à moi qui sont juste, qui étaient impensables avant. Donc, on a vraiment, vraiment de grandes capacités, des capacités énormes. Ok. Et ce sera une de nos dernières questions. Quel est ton avis sur l'importance de l'équilibre entre le mental, le corps et l'esprit pour atteindre une performance optimale? Et comment tu intègres tous ces éléments dans ton approche? Oui, c'est une bonne question. Bien, tout à l'heure, tu sais, je t'ai parlé un peu d'une pyramide. Je t'avais parlé tout à l'heure du triangle neurobiochimique, là, la pyramide avec le mental, le pôle neuro-organique, neuropostural, l'épigénétique. Donc, en fait, on fait un diagnostic par rapport à ce que tu exprimes de chacun de ces pôles. Donc, le diagnostic, c'est quoi? C'est comment tourne notre mental. Est-ce que nos croyances sont alignées à nos objectifs? Donc, on fait un espèce de diagnostic de ce pôle de perception. Après, on fait un diagnostic avec, moi je travaille avec un médecin en micronutrition, une naturopathe. Ensuite, on fait un diagnostic du pôle neuro-organique. Est-ce que ce que je mange, en fait, vient alcaliser mon corps ou est-ce qu'il vient acidifier mon corps? Parce qu'en fonction de ce que je donne à mon corps, évidemment que je ne vais pas produire la même chimie dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important, le fait d'alcaliser son corps ou d'acidifier son corps, parce que ça va, encore une fois, tous les pôles sont interdépendants. Si j'acidifie mon corps, je te donne un exemple concret, là on est vraiment dans la médecine chinoise. Si à un moment donné, je charge mon foie, le foie, il est relié à la colère. Donc ça va vraiment interférer avec mon mental, mon système émotionnel. Mon système émotionnel parce que je vais être gorgée de colère et je ne vais pas trop savoir pourquoi, alors que concrètement, peut-être, il n'y a aucune raison que je le sois. Et puis, je vais avoir des espèces de pensées, de systèmes de pensée, de mécaniques de pensée, je vais être un peu rageux, un peu tendu. Et ça, par exemple, ça peut être la conséquence sur le plan émotionnel et mental. La conséquence, elle est évidemment sur le plan émotionnel et mental, mais la cause, elle est organique. Donc, en fait, ce triangle, il tourne sur lui-même. Tout est interdépendant. Et c'est pareil pour la posture. La posture peut tout à fait bloquer des centres d'énergie qui vont interférer avec mes organes et qui vont eux-mêmes interférer avec mon plan mental. Donc en fait, on fait un diagnostic de ça et puis un diagnostic aussi de mon épigénétique. Est-ce que ce que je regarde à la télé, est-ce que ce que les gens que je côtoie, est-ce que les films que je regarde, est-ce que tout ce avec quoi je me nourris de façon très large dans ma vie, est-ce que ça vient créer une énergie qui est favorable à mon objectif ou pas? Et finalement, on oublie trop vite, je pense, qu'on est des êtres énergétiques et que il n'y a pas que la tête en fait. Hein. Il y a le corps, il y a la posture et il y a surtout tout ce qu'on côtoie et avec quoi notre corps se nourrit. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'on devient son environnement. Si je ne maîtrise pas mon environnement, je vais être influencée par mon environnement, peut-être d'une façon absolument contraire à qui je veux devenir. Donc, on fait ce diagnostic sur tous les pôles et ensuite, on fait le ménage et on regarde qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui m'en enlève. Et là, c'est pareil, c'est important d'en être conscient. Si je vois des aspects qui m'apportent de l'énergie, ben j'en ramène dans ma vie.
Si je vois des aspects qui me vident d'énergie, eh bien, je fais en sorte d'équilibrer ça. Et si, par exemple, dans mon environnement, il y a des gens qui me pompent ou des choses que je dois faire qui me vident, eh bien, c'est très important d'en être conscient pour pouvoir prendre un peu de recul, un peu de distance avec ça. Un être humain a toujours de l'énergie quand il est tourné vers ses valeurs hautes, et il traîne toujours des pieds, il n'est pas bien quand sa vie est consacrée à ses valeurs basses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir, on est des êtres complexes, mais si on a cette cartographie que je viens de décrire à l'esprit et qu'on fait son autodiagnostic, on va avoir des leviers, des axes d'amélioration évidents sur lesquels on peut intervenir, sur lesquels on peut agir et qui vont tout de suite apporter plus de confort et plus d'énergie à notre être et donc à notre vie. Ok. Écoute, on arrive sur la conclusion de cette interview dans le podcast. Quel message ou conseil tu aimerais transmettre aux auditeurs et auditrices du podcast Parlons de votre mental pour les aider à développer et à optimiser leur potentiel? Alors, la première chose que je dirais, je crois, ça c'est lié à mon expérience, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à ce qui est chevillé au corps, ne jamais douter de ce qu'on sait à l'intérieur de nous. Et là, je suis convaincue qu'on a tous en nous, que dans notre cœur, de façon très profonde, on a la connaissance parfaite de notre véritable potentiel, de qui on est vraiment. Et vraiment, j'invite tous les auditeurs à se faire confiance parce qu'on est les seuls, on est vraiment les seuls à savoir qui on est et quel est notre véritable potentiel. Et ensuite, je les invite vraiment à concentrer toute leur attention sur ce qu'ils désirent en s'autorisant le plus possible à le vivre déjà sur le plan de l'imagination. Et vraiment, s'ils font ça en s'autorisant, en restant concentrés sur leur objectif et en s'autorisant à apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre dans la matière pour aller vers leurs objectifs, alors ils vont être surpris de voir qu'ils vont avancer dans cette direction. N'écoutez pas les autres. Quand je dis n'écoutez pas les autres, c'est vous êtes les seuls à savoir qui vous êtes vraiment et quelle est votre véritable nature. Faites-vous confiance et soyez profondément conscient de votre pouvoir de création par l'esprit et par le corps. On a de grands pouvoirs qu'on méconnaît. Faites-vous confiance et apprenez. On ne peut pas faire l'économie de ça. Apprenez les règles du jeu JE pour pouvoir jouer votre meilleure partie dans cette vie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok, écoute, je te remercie Sabira là, pour cette longue interview mais qui était fort intéressante. Si des auditeurs veulent te joindre ou se renseigner sur ton travail, comment ils peuvent le faire? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Oui. Alors, je pense qu'ils peuvent, sur LinkedIn, Sabira Trifi, voilà, on est connectés tous les deux, ils peuvent me voir dans tes relations. Et aussi sabiratrifi.com, mon site internet. Voilà, je suis sur Google. S'ils mettent Sabira Trifi, mon prénom et mon nom, ils auront accès à toute l'information sans problème. Ok, bah écoute, merci Je voulais beaucoup. te remercier, Sébastien. Merci à toi, Sébastien, pour ta curiosité, ton ouverture d'esprit, ta bienveillance, et puis aussi ta délicate façon d'entrer en relation avec les gens. Merci beaucoup pour ce beau moment. Merci beaucoup. Bah, ça m'a fait plaisir en tout cas d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Et ça m'a fait réfléchir en même temps pendant 1h24. Ah, quand même. Bon. Ouais, le temps Bon, passe. voilà, je te souhaite une très belle journée, Sébastien. Ouais, on Merci, a merci partagé beaucoup. plein de choses. Merci beaucoup. Ne quitte pas. Salut, Sébastien.